Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. On se retrouve sur le plateau de Punchline sur CNews et sur Europe 1. On évoque ce nouveau gouvernement marqué par le départ de Damien Abad, qui était ministre des Solidarités et qui était visé, qui est toujours par une plainte pour tentative de viol. On va écouter Olivier Véran, le nouveau porte-parole, qui évoque le cas Abad. Il dit que les conditions de sérénité n'étaient plus réunies pour sa présence au gouvernement. Dans le cas de Damien Abad, les conditions de sérénité n'étaient plus présentes, qui permettaient à un ministre qui porte dans son portefeuille toutes les politiques de solidarité d'exercer pleinement ses fonctions. Ça aurait été l'exposition aux foudres du Parlement à chaque entrée au Parlement et beaucoup d'investissements en temps pour qu'il puisse aussi assurer sa défense. Et beaucoup a été écrit et tout a été dit sur le sujet. David Guiraud de la France Insoumise, vous étiez de ceux qui ont demandé la démission de Damien Abad et qui avaient même promis un chahut permanent dès qu'il prendrait la parole au Parlement. Ce soir, il quitte le gouvernement. Quelle est votre réaction ? J'ai jamais été trop chahut, mais oui, je pense que, si vous voulez, moi j'ai lu comme tout le monde les témoignages des femmes qui ont parlé. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez 4 femmes quand même désormais qui ne se connaissent pas et qui est accusée de faits très graves, de viol, et puis avec parfois les mêmes... Tentative de viol. Viol ou tentative de viol, je crois. Tentative de viol pour la plainte qui est déposée actuellement. Pour la plainte, mais pas sur tous les témoignages. Oui, mais là, on parle que de celle qui est actuellement en cours. Mais souvent avec des modes opératoires similaires. Moi, c'est ça qui m'a interpellé. C'est-à-dire que, faut que les gens sachent quand même de quoi on parle. On parle de femmes qui disent, par exemple, qu'elles ont pris un verre, un seul, qui font un blackout, c'est-à-dire qui perdent connaissance, qui se réveillent le lendemain dans une chambre d'hôtel en étant dévêtue. Et ça, il y en a 2 ou 3 qui le font. Il y en a une autre qui dit que elle prend un verre, elle a un doute, elle va aux toilettes, elle vomit le contenu de son verre, et quand elle sort des toilettes, il est devant. Donc, je veux dire, il y a un moment où, en fait, ça devenait... même si moi, je pense qu'il faut aller en plainte, il faut aller en justice, y compris pour que Damien Abad puisse se défendre. Ça fait partie de ses droits, et moi, j'y crois. On n'est pas obligé, là, dans ce cas-là, vu les témoignages circonstanciés, de se dire qu'il faut atteindre une décision de justice qui est souvent très longue pour prendre une décision politique. Agnès Evren, je vous vois... Oui, moi je pense que c'est une bonne décision parce que depuis le début de ce gouvernement, en fait, il est le boulet de cette première ministre même, qui voulait défendre justement et être à l'écoute des femmes. Donc je pense que c'est une bonne décision parce que évidemment il n'aurait pas pu dans des conditions sereines assurer sa mission. Maintenant il y a la présomption d'innocence, mais c'est vrai que le dernier témoignage et la plainte sont très très difficiles à entendre. Donc je pense qu'en esprit de responsabilité, c'est très très bien que la première ministre ait pris cette décision, au-delà du fait qu'il est républicain et qu'il est passé dans l'autre camp, évidemment, ça c'est une autre affaire. Oui, mais ça, vous ne lui avez pas pardonné, mais c'est pas pour ça que vous l'accablez sur ce dossier-là. Philippe Ballard, du Rassemblement national. Je voudrais revenir sur ce que disait Olivier Véran, en fait. L'argument qu'il donnait pour sortir, en fait, voilà, c'est le mot qu'on peut quand même employer. Mais alors, pour Darmanin, monsieur Darmanin, qui a été confronté à ce genre de problème, ça a été classé sans suite, d'accord ? Mais il y a eu quand même des plaintes qui ont été déposées. Pour monsieur Dupond-Moretti, il y a aussi la même chose. Il est mis en examen. Et il est toujours... Oui, c'est même mis en examen, parce que là, pour M. Abad, ce sont des plaintes. Pas pour des histoires de viol, c'est conflit d'intérêt. Voilà, conflit d'intérêt, Cour de justice de la République. Oui, enfin, il se serait... Non, mais... Tentative de viol, c'est quand même un crime. Marine Le Pen n'a jamais été pour la justice. Je ne vous dis pas... Non, mais pas relativiser. Non, mais on n'est pas tous en même temps. En fait, la justification de M. Véran me paraît quand même un petit peu ténue. Enfin, il y a, je reprends l'exemple de M. Darmanin, il y a M. Dupond-Moretti. Là, effectivement, on est dans une autre catégorie. Oui, il y a des plaintes qui sont déposées pour tentative de viol. C'est effectivement extrêmement grave. Et si, en plus, il y a une mise en examen, évidemment, s'il est condamné, ça se discute même plus. Et même avant, voilà, il y a aussi la présomption d'innocence. Il y a visiblement une petite musique de fond. Si ça devient un gros orchestre, ça devient difficilement tenable. Simplement, il n'y a plus de règles, en fait, dans ce gouvernement. Il n'y a pas de jurisprudence claire. Il y a eu la jurisprudence Jospin, Balladur, mis en examen, on démissionnait. Là, on nous dit il faut qu'il prépare sa défense, il serait à chaque fois questionné à l'Assemblée nationale, mais tout ça c'est quand même d'un flou, c'est un peu le bazar. C'est Presqu'Aténo, il y a un 2 poids 2 mesures ou pas ? Ce qui est le bazar, c'est un peu c'est dans votre propos et dans votre argumentation. Je pense que si Damien Abad avait été reconduit,
vous auriez eu le même propos dans l'autre sens. Peut-être à raison, hein, mais vous l'auriez eu. Là, il est sorti du gouvernement pour justement se consacrer à sa défense, pour que la justice puisse se saisir pleinement de ce sujet et qu'il ne soit pas empêché. Et donc, s'il est empêché, ça veut dire que c'est la France qui est empêchée. Et encore une fois, vous n'êtes pas content. Donc, en réalité, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut commencer à regarder, c'est que nous avons une équipe gouvernementale pleinement à la tâche, qui n'est pas empêchée et qui peut répondre aux attentes des Français. Toutes les polémiques qu'on pourra faire d'un côté ou de l'autre sur un sujet comme sur un autre sujet, je pense que ça n'apporte plus grand-chose. Laissons la justice se faire, elle se fait pleinement, elle ne se fait pas avec vous ni avec moi, elle se fait dans un tribunal. On vient d'évoquer l'affaire Abad, on ne peut pas ne pas parler de Éric Coquerel, David Guiraud. Éric Coquerel, président de la Commission des Finances, élu la semaine dernière, de la France Insoumise, mais qui était le candidat unique de la NUPS, qui est donc visé pour une plainte qui a été déposée ce matin par une jeune femme qui s'appelle Sophie Tissier pour harcèlement sexuel et gestes pouvant s'apparenter à une agression sexuelle. Elle a par ailleurs saisi le comité interne de la France Insoumise contre les violences sexistes et sexuelles. Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous dites? Parce que vous réclamiez la démission de Damien Abad. Là, vous dites qu'Éric Coquerel doit rester. Vous avez suivi comme moi. C'est un Damien Abad, il est accusé par 3 femmes différentes, de tentatives de viol. Éric Coquerel, jusqu'à ce matin. Parce qu'en fait, la qualification des faits par la plaignante elle-même a évolué 3 fois là, en quelques jours. C'est-à-dire que pendant 4 ans, elle a dit qu'elle ne portait pas plainte et qu'elle ne signalait rien, même pas de signalement, parce qu'il n'y avait aucun fait qui était délictueux. C'est-à-dire ni crime ni délit. En gros, c'était il a dansé avec moi, il s'est trop rapproché, etc. Il avait les mains baladeuses sans que ça soit une agression sexuelle. Donc voilà, bon, c'était ça depuis le début. Hier, Madame Tissier dit qu'elle fait une pré-plainte. En ligne. Une pré-plainte en ligne en expliquant que c'était au cas où et que surtout elle voulait que Éric Coquerel reconnaisse qu'il avait eu des gestes déplacés, ce qui est toujours pas un crime ni un délit. Et ce matin, on apprend qu'elle porte plainte. Donc vous croyez pas sa parole? Mais c'est pas que je crois pas sa parole, c'est que par exemple, elle a. Si moi je crois la parole des femmes, mais sur la base d'éléments factuels, si vous voulez. Moi c'est ce qui s'est passé. Je suis monté au créneau, je vous le dis, il y a 2 jours sur Twitter. Parce que j'ai vu quelqu'un qui portait des accusations qui étaient fausses sur Éric Coquerel, je veux dire factuellement fausses, c'est-à-dire que j'ai vu circuler sur la base de rumeurs justement Mais vous étiez là à la soirée qu'elle décrit ? Vous étiez présent ? Non, moi j'y étais pas, mais par contre, par exemple, elle a appelé une autre femme qui s'appelle Marie-Laure Darrigade, qui a témoigné chez vos confrères de BFM1. Elle l'a appelée en lui disant « faut que tu témoignes ». Elle a témoigné en disant qu'elle conteste ce que dit Sophie Tissier. D'autres ont confirmé ses dires. Et donc il y en a d'autres, mais les autres qui contestent disent aussi, je veux dire, il faut écouter, par exemple, il y a 2 personnes, hein, c'est tout, hein. L'autre personne dit par exemple, effectivement ils ont dansé, ils disent drague lourde, etc. Mais ils disent pas non plus qu'il y avait agression ni harcèlement sexuel. Ça c'est une qualification qui a été retenue depuis ce matin. Mais pourquoi il n'a pas reconnu tout simplement qu'il avait eu un comportement inapproprié. Honnêtement, ça aurait réglé le problème parce qu'en fait, il est dans une espèce de justification avec Jean-Luc Mélenchon qui annule une émission en disant qu'il y a un acharnement contre lui. Ça veut dire que votre commission d'écoute des femmes, elle sert à rien. Si votre président lui-même entrave la libération de la parole... La commission, elle a été saisie. Bien sûr qu'elle a été saisie. Donc elle va regarder les faits. Oui, mais la déclaration de Jean-Luc Mélenchon hier qui a annulé une émission en disant... Oui, mais je rebondis sur ce que vous dites. Pour le coup, il y a 2 poids et 2 mesures. Non, justement, parce que on peut pas faire le parallèle avec Damien Abad. Justement, on peut pas, c'est pas les mêmes faits. Moi, je parlais pas de Damien Abad. Je sais. Je parlais de la déclaration de Jean-Luc Mélenchon. Par exemple, vous pouvez prendre, par exemple, le comité. Moi, je suis pas dedans. Je sais pas ce qu'ils vont faire. Voilà, c'est la procédure qui est enclenchée. Mais vous pouvez prendre des décisions politiques qui mènent pas toujours à la démission non plus. Hein. Je veux dire, des fois, vous avez des faits. Par exemple, si quelqu'un a des propos sexistes, vous pouvez avoir comme décision politique de lui faire un blâme, d'organiser des formations. David Guiraud, c'est juste de reconnaître les faits. Mais alors, je me permets. Attendez, David Guiraud, je me permets 2 secondes. C'est même pas tant ça, c'est pas tant la sanction ou pas la sanction. C'est juste déjà comment cette affaire a été prise de votre côté. On a l'impression que la NUP, c'est un peu le féminisme un jour sur 2. Pour être très clair. Bien sûr que la présomption d'innocence domine, prime, et elle n'est pas à remettre en cause. Ce qu'on est en train de dire simplement, c'est qu'on a l'impression qu'on est en train de faire 5 ans en arrière avec cette affaire dans votre camp. On demande simplement à ce que la parole des femmes puisse être libérée, qu'elle puisse se libérer et être entendue si cela est nécessaire au sein de la justice. Mais moi, ce que j'ai vu aussi en regardant, et j'ai pas réagi, mais en regardant sur les réseaux sociaux,
parce que je ne connais pas madame et pas plus monsieur Coquerel, c'est qu'il y a eu un acharnement extrêmement violent vis-à-vis d'elle. Et elle-même s'en est plainte. Moi, je n'appelle pas à s'acharner contre les gens. Enfin, je veux dire, non, mais vous avez tous réagi. Non, même Jean-Luc Mélenchon, tout de suite, c'est par défaut, Éric Coquerel a raison. Je ne dis pas qu'il a tort et je ne dis pas qu'elle a raison. Si, je dis simplement si. Monsieur Guiraud. Mais non, David Guiraud et ensuite c'est pas Éric Coquerel a raison. C'est que vous parlez de libération de la parole des femmes. Mais Madame Tissier, pendant 4 ans, est-ce qu'elle peut s'exprimer sans qu'on la harcèle? Mais je cite ce qu'elle dit dans des journaux. Oui, je ne pense pas qu'il faut la harceler. Voilà, on est d'accord sur ça. C'est aussi simple que ça. Elle a dit à des journaux pourquoi elle ne déposait pas de signalement et pourquoi elle ne portait pas plainte. C'est pas la France Insoumise qui l'a retenue. Elle a dit dans des journaux, dans le magazine Cosette en 2018, puis à Mediapart il y a quelques jours, que en fait c'était pas des faits qui étaient ni des crimes ni des délits. Mais pourquoi s'acharner sur elle? C'est pas nous qui avons restreint sa parole. Pourquoi c'est elle qui a dit. On sait quand même sur les réseaux sociaux, la France Insoumise est extrêmement active et parfois arrogante. Non, mais je suis pas l'avocat de M. Coquerel, vous aurez bien compris, mais présomption d'innocence à ce stade. Moi, ce qui nous interpelle, c'est en fait le mode de fonctionnement de la France Insoumise. Parce que quand il y a des faits potentiellement graves qui touchent les femmes, plutôt que de leur dire allez, ouvrez la porte d'un commissariat, d'une gendarmerie, déposez plainte, après ça sera instruit, il pourrait y avoir une mise en examen. Là, vous réunissez votre comité, j'ai oublié le nom, là, un peu comité Théodule. Mais on a franchement l'impression que vis-à-vis des institutions et de l'autorité, vous avez un réel problème. Mais on règle pas ça dans un comité. Enfin, on règle ça en justice et il y a toute la procédure. Là, c'est le temps des soviets, quoi. On réunit des commissions, puis il y a des commissaires qui vont venir. Et puis ils vont donner leur avis, et puis on va sanctionner. C'est pas le temps des soviets. Franchement, il y a un problème là. Ça existe dans les entreprises, par exemple, qu'il y ait des organes de règlement de ce genre de conflit. D'accord ? Donc c'est pas le temps des soviets. On va redescendre, là, ça va bien se passer. Juste, par contre, ce que je vous explique, c'est que nous avons un organe interne, parce que dans l'idée générale, tout le monde est pour le dépôt de plainte. Tout le monde, parce que c'est la meilleure solution. Le problème, c'est que des fois, vous avez des femmes qui ne veulent pas porter plainte. Et alors, qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là ? Voilà, c'est ça la question. Mais là, donc là, vous allez les inciter dans ce comité. Quelle est la suite ? Elle vient de porter plainte. D'accord. Elle vient de requalifier les faits. Non, mais vous êtes quand même prompt parfois à dénoncer. Oui, c'est vrai qu'elle vient de porter plainte sur des faits qui sont a priori prescrits, en expliquant qu'elle avait porté une pré-plainte juste pour qu'Éric Coquerel reconnaisse qu'il avait eu des gestes déplacés. Mais je veux dire, là, moi je suis désolé. Et vu que vous parlez des réseaux sociaux, je vous le redis, moi je suis monté au créneau il y a 2 jours parce que j'ai vu des gens qui ont expliqué que, par exemple, Éric Coquerel avait eu une relation sexuelle avec une de ses assistantes parlementaires et qu'il l'avait virée quand il en avait plus besoin sexuellement. Moi, je suis son directeur de cabinet pendant 4 ans. La personne dont il est question a été appelée. Faut se rendre compte aussi de ça. La personne qui a accusé Éric Coquerel de ça a appelé mon ancienne collègue. Mon ancienne collègue lui a dit « ça n'est pas vrai ». Et elle a quand même été allée tweeter derrière que c'était le cas. Donc vous voyez, au bout d'un moment, il y a aussi des rumeurs qui sont construites. Non, mais attendez, sur ça, vous avez raison, monsieur Guiraud. Non, mais oui, pardon. Voilà. Sur ça, je suis d'accord avec vous. Nous ne devons pas tomber dans une société de l'arbitraire. Ça, c'est un fait. Et je suis heureuse et satisfaite qu'on puisse aujourd'hui s'accorder sur cela. Ce que je dis juste, c'est que regardez aussi, je ne parle pas spécialement de vous, mais vous êtes un représentant aussi de la NUP, de la LFI, et donc de tout ce que ça comporte en termes d'alliés et de personnalités. Et regardez un peu notamment l'attitude de Sandrine Rousseau. C'est un jour, je m'acharne complètement avant qu'il y ait le tribunal qui se saisisse, par exemple, du sujet de Damien Abad. C'était, elle le disait elle-même, c'était pas possible, c'était pas tenable. Non, attendez, mais juste. Donc, je pense que l'enjeu que nous avons tous collectivement, ce n'est pas de nous mettre à la place des juges, c'est de ne pas nous mettre à la place des enquêteurs, mais de permettre tous collectivement que la parole des femmes se libère et qu'elle soit entendue où elle se doit. Moi, je suis d'accord avec ça. Mais il faut reconnaître une chose. Moi, je préfère être honnête avec vous. Le mouvement féministe tâtonne. Parce que c'est récent. Il faut se rendre compte de ça. Ça fait depuis peu de temps qu'il y ait autant de femmes, justement, qui osent en parler. Et donc, on tâtonne. Donc, les procédures sont pas parfaites. Je veux bien le reconnaître, mais moi, je veux pas mettre la pression sur des femmes. Vous parlez de Sandrine Rousseau, mais il y en a d'autres qui sont au travail, qui font ce travail-là, qui reçoivent des plaintes, La France Insoumise a exclu des gens,
Je veux dire, il faut aussi le dire. Parfois sur des procédures où on peut se demander, bon, bah, il y a une part d'arbitraire, etc. Mais j'ai du mal à faire porter le poids de ça, parce que c'est ce qui est fait en ce moment. On a l'impression que justement les femmes qui sont là-dessus, démunies parce que la justice dysfonctionne, qui ont peu de moyens pour le faire, sont aussi responsables du tâtonnement. Faites confiance à la justice, justement. Peut-être l'enjeu, c'est de lui faire confiance. Je fais confiance, mais il y a des femmes qui font plus confiance. Non, mais je à ne parle la pas justice. forcément qu'à vous. C'est Je parle de manière générale, nous, en tant que responsables politiques, nous le sommes tous autour de la table. Nous avons aussi ce devoir d'exemplarité. Faisons ensemble confiance à la justice et permettons à la parole des femmes de se libérer. La justice, elle, fera la lumière sur la vérité des faits et sur les sanctions s'il doit en avoir. Vous savez très bien, Prisca Thévenot, que le problème n'est pas quand il y a... Et encore, il y a des gens qui vous disent, par exemple, qu'il y a 70% des plaintes qui sont classées sans suite, etc. Il y a des problèmes vis-à-vis de ça. Mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas aller en justice. Je suis d'accord. Mais il y a des enjeux de formation, même dans la société, il faut qu'on progresse. Par exemple, quand une femme est victime d'un viol, d'aller directement chez le médecin pour faire constater, etc. C'est des choses qui sont des mécanismes. Il faut qu'on progresse tous là-dessus. Mais ce que je veux vous dire, c'est que le problème, c'est pas quand il y a le dépôt de plainte. Le problème, c'est quand il y a une femme qui ne veut pas porter plainte, mais qui a quand même le problème qui est sur la table. C'est quand même pas facile. Voilà. Et moi, j'ai pas de solution. Un tout dernier mot, Philippe Ballard. Oui, très rapidement, parce que Emmanuel Macron met en avant toutes ces actions faites pour lutter contre les violences aux femmes, notamment dans les commissariats, des policiers qui sont dédiés. Moi, j'ai parlé à des policiers et policières, en l'occurrence, qui me racontaient que des dossiers de 2019, des plaintes de 2019 pour violences conjugales, mais graves, sur son bureau en début d'année. Donc 2 ans, 3 ans même, 3 ans après, et elle appelle la personne et la personne lui dit, mais vous vous fichez de moi ? Moi j'avais besoin d'aide en 2019, pas maintenant. Et donc heureusement qu'on a réussi à voter les augmentations. Il est 18h30.